Euh, D'abord, merci de l'invitation et merci d'être présent, nombreux dans cette salle et ailleurs, je suppose. Euh, je- pour ceux qui ont déjà assisté à ce cours, je m'excuse d'avance parce que il y a des choses qui avaient été dites l'année dernière qui vont être dans ce cours également parce que c'est censé être le cadrage où je parle des épistémologies du Sud et c'est à peu près la même chose que j'avais faite l'année dernière. Il y aura des changements par rapport à l'année dernière, donc j'espère que malgré tout, il y aura des choses qui vont vous intéresser. Même si vous avez déjà vu le cours, il y a des changements et il y a des évolutions sur le cours. Donc, je, euh, le plan que je vais suivre est le suivant. Euh, je vais introduire parce que hey. Après, j'ai parlé du Sud global, de la notion de Sud global, des théories du Sud et des épistémologies du Sud. On va se demander ce qu'est le Sud global et on va insister sur Santos, Boaventura de Souza Santos et sa théorie des épistémologies du Sud. Je vais, à partir de là, à partir d'une analyse de Santos, montrer que beaucoup de travaux sur les épistémologies du Sud sont en fait ce que j'appelle des épistémologies sans épistémologie, c'est-à-dire que les auteurs vont beaucoup parler d'épistémologie du Sud, mais ne vont jamais définir ce qu'ils entendent vraiment par épistémologie. Il me semble que une analyse même basique de la notion d'épistémologie permet en fait, en partant de leurs travaux, d'arriver à quelque chose d'intéressant sur le plan philosophique, c'est-à-dire que une distinction, et ça c'est nouveau par rapport au cours de l'année dernière, c'est-à-dire qu'une distinction qui est rarement faite en philosophie pourrait en fait être facilitée par une meilleure compréhension de ce qu'ils font quand ils parlent d'épistémologie des Suds. C'est la distinction entre épistémologie et méta-épistémologie. Donc cette partie du cours va être quelque peu philosophique bon, quelque peu philosophique, mais je vais essayer de ne pas rentrer trop dans les détails sur l'épistémologie analytique et toutes ces questions-là. Donc, on va parler du coup de la méta-épistémologie et à partir de cette notion de méta-épistémologie, je vais essayer de dire que ce que font les gens qui parlent d'épistémologie du Sud, c'est en fait de la méta-épistémologie du Sud et je vais voir quel usage on peut faire de cette notion de méta-épistémologie du Sud. D'abord, quel sens on donne à la notion de méta-épistémologie du Sud. Et l'une des choses que je dirais, c'est que du n'est pas n'est pas construit comme spécifique au Sud, mais juste fait dans le Sud, etc. Donc, parce que je pense que c'est plus intéressant quand on explique quand on fait de la méta-épistémologie de manière plus ou moins universelle, disons, et à quoi ça peut nous servir. Et je vais prendre trois exemples euh, très spécifiques, en fait, les deux vont être très spécifiques, même au Sénégal, les autres, mais il me semble que c'est généralisable. Donc ça, c'est ce que je veux faire aujourd'hui. Donc, le but de la séance, c'est de réfléchir sur l'idée qu'il y a une épistémologie spécifique au Sud global. Et j'ai commencé par une réflexion sur le Sud global. Ensuite, j'ai critiqué les travaux de Boaventura de Souza Santos sur l'épistémologie du Sud global. Et j'ai montré que, ça c'est ce que j'ai déjà dit, euh, que la notion d'épistémologie est paradoxalement un point aveugle des réflexions sur les épistémologies du Sud et qu'elle gagnerait à être éclaircie. Et j'ai terminé en montrant la fécondité de cette réflexion sur cet éclaircissement, euh, à la fois pour la philosophie comme discipline, pour les sciences en général et pour l'appropriation des mathématiques dans les sociétés ouest-africaines, au moins. Sur les épistémologies du Sud, je pense que euh, dans, depuis mettons la fin des années 90, on a eu des théoriciens qui ont commencé à parler du Sud global, de la notion de Sud global, par opposition au Nord. Et l'idée était
c'est d'abord venu de la réflexion économique, l'idée étant d'éviter des réflexions, des paroles stigmatisantes, des expressions stigmatisantes comme pays sous-développé, pays pauvre, pays du tiers-monde, mettons. Mais en fait, une importation de cette notion économique-là a eu lieu sur le plan même épistémologique. Certains auteurs disant que cette notion de Sud global n'est pas seulement une notion économique, n'est pas seulement une notion descriptive, c'est également une notion qui a une valeur épistémologique importante. Et on a une vision de la science maintenant qui est prévalente, si on veut, et que la science est neutre, elle est axiologiquement neutre, et la géographie, bien sûr, n'est pas pertinente pour parler de la science. Donc dire que la science, il y a une épistémologie du Sud, ça peut paraître quelque peu problématique. Bien sûr, j'ai juste illustré cette neutralité axiologique de la science. Si vous prenez en économie, si vous prenez en politique, on peut comprendre l'idée qu'il y a une économie du Nord, une économie du Sud. On peut comprendre l'idée qu'il y a eu une dépendance, des développements économiques qui ont eu lieu dans le Nord, qui sont spécifiques aux cultures du Nord, qui sont spécifiques aux sociétés du Nord. Et on peut même avoir l'idée que, par exemple, les économies des pays développés reposent sur un pillage systématique des économies des pays du Sud, notamment en situation coloniale, par exemple. La colonisation, on peut penser que c'est un pillage des sociétés du Sud, mettons. Donc, est-ce qu'on peut faire le même parallèle avec la notion de savoir? Est-ce qu'on peut dire que il y a des savoirs qui, en droit, sont des savoirs du Nord et des savoirs qui, en droit, sont des savoirs du Sud, et que la colonisation n'est pas seulement une colonisation économique, politique, etc., mais qu'elle est également une colonisation intellectuelle, non seulement culturelle, mais également scientifique, et que les sociétés du Nord auraient maintenu, auraient imposé leur science aux sociétés du Sud et auraient volontairement détruit les sciences du Sud, les savoirs du Sud, les sciences du Sud. Ça, c'est une question qui se pose. Et l'idée d'épistémologie du Sud, c'est que le projet colonial aurait eu une dimension cognitive et épistémologique consistant à discréditer les savoirs locaux pour imposer la théorie venue de la métropole. Et en fait, certains auteurs vont dire que l'effacement des savoirs locaux, l'impossibilité, l'organisation d'une impossibilité même de la théorie dans le Sud est soit un projet conscient, soit une conséquence nécessaire du projet colonial. Donc, et pour eux, dans tous les cas, c'est un fait. Que ce soit un fait conscient, décidé, ou que ce soit une conséquence nécessaire de l'entreprise coloniale, ce serait, mettons, un fait. Et du coup, une conséquence de cette position, c'est que le savoir produit dans le Nord est un savoir qui est local, qui est essentiellement un savoir local. Les mathématiques produites à l'école normale supérieure, par exemple, la physique produite à l'école normale supérieure, etc., c'est une physique occidentale locale. D'accord. Et le savoir produit dans le Sud, c'est aussi un savoir local, mais de la même manière qu'on ne doit pas imposer au Nord le savoir produit dans le Sud, on ne devrait pas imposer au Sud le savoir produit dans le Nord. D'accord. Donc, du coup, l'idée même que la science
serait axiologiquement neutre, serait en droit universel. C'est une science, c'est une idée qui est, selon ces auteurs-là, une imposture. Et pour ces auteurs-là, bien sûr, le Sud global aussi aurait produit un savoir qui est tout aussi valable, mais qui serait relégué au second temps, au second plan, parce que relevant d'une rationalité différente de la rationalité, mettons, du Nord global, occidental, etc. Si je dis ça, euh, une question qui se pose d'abord, c'est la question de savoir ce qu'est le Sud global, euh, ce qu'est le Nord global et ce qu'est le Sud global. Mais puisque c'est le Sud global qui m'intéresse, qui nous intéresse aujourd'hui, qu'est-ce que le Sud global? Mettons, le Sud ou le Sud global, c'est comme vous voulez. Hmm. En fait, j'aime bien cette... gars s'appelle Brendan Gribble et c'est un explorateur du Nord arctique canadien. Et quand je réfléchissais à ces questions-là, j'étais Fulbright aux États-Unis et on était tous Fulbright. On s'est rencontrés entre Fulbright. Lui, il était à Dartmouth, j'étais ailleurs. On s'est rencontrés tous entre Fulbright et il a fait une conférence de 30 minutes. Et à un moment de la conférence, il a dit, le Sud, c'est partout où il y a des arbres. Bon, j'étais plus ou moins en train de rêvasser durant la conférence et tout à coup, j'ai entendu le Sud, c'est partout où il y a des arbres et j'étais là, OK. Donc, et pour moi, après, je lui ai écrit un email quand je réécrivais ça en lui demandant, vous avez bien dit ça. Il m'a dit oui. Pour les Esquimaux, le sud, c'est partout où il y a des arbres. Le sud commence quand il y a des arbres. Là où il y a la neige, c'est le nord. Le reste, c'est le sud. D'accord. Et c'est pour moi, c'était super intéressant parce que j'étais en train de travailler sur cette notion de sud global et qu'est-ce que le nord global, qu'est-ce que le sud global, etc. Bon, euh, plus sérieusement, les gens qui travaillent sur ces questions-là considèrent que c'est pas les arbres le problème. Par exemple, quand vous prenez des auteurs comme Komarov et Komarov, ce qu'ils disent, c'est que le Sud, c'est le monde non européen, le monde postcolonial. Une autre manière de définir le Sud, c'est que le Sud, nous dit Boaventura de Sousa Santos, c'est pas seulement le monde postcolonial, en fait, c'est le monde qui a résisté à l'imposition de la rationalité coloniale, sous-entendue occidentale, et qui a maintenu sa rationalité propre. Et Boaventura de Sousa Santos insiste sur ça, le Sud a une valeur métaphorique. Euh, et du coup, ça veut dire que les habitants du Nord global ou des habitants du Nord global peuvent vivre dans le registre du Sud global. Et par exemple, du coup, mes Esquimaux qui considèrent que le Sud, c'est partout où il y a des arbres, Boaventura de Sousa Santos ne trouvera aucun problème à considérer que ils font partie du Sud global, bien sûr. Et un certain nombre de peuples du Nord global font partie en droit du Sud global, alors que des gens du Sud global euh, peuvent en droit faire partie du Nord global. Donc, les choses sont beaucoup plus complexes, nous dit Boaventura de Sousa Santos, qu'une simple division géographique, c'est une division métaphorique. Et c'est ce que j'appelle le Sud comme indigénat. Euh, Du coup, dans tous les cas, que le Sud soit considéré comme les anciennes colonies ou comme indigénat, dans tous les cas, le Sud global s'oppose à ce que nous appellerons l'Euro-Amérique. C'est-à-dire que, par exemple, les États-Unis, techniquement, les États-Unis sont une ancienne colonie de l'Angleterre. L'Australie est une ancienne colonie, etc. Donc, mais les gens mettront l'Australie, le Canada, les États-Unis dans le nord global et mettront certains peuples, par exemple d'Australie, des États-Unis
et du Canada dans le Sud global. Ce qui vous laisse soupçonner qu'il y a une dimension raciale, culturelle dans cette notion de Sud et de Nord global, bien sûr. Et en fait, Boaventura de Sousa Santos est intéressant sur ces histoires-là, sur ces questions-là, parce que il attaque frontalement le Nord, dont il pense qu'il est caractérisé par ce qu'il nomme une rationalité, par la rationalité cartésienne, mettons. Donc, c'est pas ce qu'il nomme. Et en fait, pour lui, c'est la rationalité cartésienne qui est à l'œuvre dans le capitalisme hégémonique et impérialiste. Heureusement, nous dit Boaventura de Sousa Santos, le Nord ou l'Occident serait en fin de cycle parce qu'apportance, dit-il, des réponses faibles à des questions fortes. Et par exemple, pour lui, les questions fortes sont les questions paradigmatiques. Par exemple, on a de plus en plus des chocs entre valeurs. Par exemple, la diversité est une valeur dans nos sociétés, dans les sociétés du Nord global. Les droits humains sont une valeur dans les sociétés du Nord global. La diversité va créer un choc, va être parfois même rentrer en contradiction frontale avec, avec les droits humains. Par exemple, vous pouvez prendre la question de l'excision qui est pratiquée par certains peuples d'Afrique de l'Ouest quand on est, par exemple, en France et que les gens, au nom de la diversité, veulent pratiquer ça et que, etc. Donc là, ça va poser de vrais problèmes, mettons. Et pour lui, en fait, la réponse faible qu'apportent les sociétés du Nord global, ça consiste à chercher la solution à l'intérieur du paradigme actuel et à poser un certain nombre d'absolus. Par exemple, les droits humains sont un absolu et la diversité doit intégrer les droits humains, etc. Donc, pour lui, ça, en fait, ça va poser un vrai problème, mettons. Et donc, pour régler les problèmes auxquels nous sommes confrontés, il faut pour lui voir que nous avons un problème épistémologique d'abord et que le Nord serait incapable, le Nord global qui domine, mettons, le monde, serait incapable de voir les réponses imaginées dans les paradigmes autres quand ils sont par essence non capitalistes et non cartésiens. D'accord. Et en fait, c'est pas un hasard si Boaventura de Sousa Santos est impliqué dans les mouvements altermondialistes parce que de manière très concrète, ils essaient de construire une société alternative à la société capitaliste, etc., cartésienne, rationaliste, etc. Donc, du coup, c'est l'un des penseurs, mettons, de ce mouvement-là. Donc, et pour lui, la réflexion sur le Sud global, en fait, montre que le Sud est peut-être conçu métaphoriquement comme un champ de défis épistémologiques qui essaie de réparer les dommages et impacts historiquement causés par le capitalisme et sa relation coloniale au monde. D'accord. Ça va être l'un des thèmes, en fait, de ce cours. Euh, Peut-être pas, on ne va peut-être pas formuler ça comme ça, le colonialisme le capitalisme et sa relation coloniale au monde, mais l'un des thèmes de ce cours, c'est le monde tel qu'il est actuellement et le rapport que nous avons à la nature et le soin que nous devons apporter à la nature, le fait de repenser notre rapport aux vivants, aux autres animaux, au monde, ce qui est évident dans le constat de Boaventura de Sousa Santos et qui, me semble-t-il, est vrai, c'est que le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est en train de s'autodétruire. Et puisque la pensée dominante, c'est la pensée occidentale, il me semble que on peut vous imputer la responsabilité de ça. Bon.
Ceci dit, vu que j'ai été éduqué aussi en Occident, je me demande si je suis responsable moi aussi. Mais bon, simplifions, simplifions. Euh, le rapport colonial au monde, bien sûr, se voit de manière paradigmatique dans ce qu'on peut appeler les épistémicides et dans ce qu'on peut également appeler les langagicides. Cide, bien sûr, pour ceux qui... Cide, c'est le fait de tuer, donc l'épistémie. L'épistémie, c'est les savoirs, le fait de tuer les savoirs et de tuer les langages, les langues, mettons. Sous-entendu, les savoirs locaux et les langues locales. Euh, L'épistémicide et le langagicide perpétrés de manière plus ou moins consistante tout au long de la modernité capitaliste a rasé les connaissances locales et les langages locaux et a créé un champ ample, un grand champ de anima nihilus où la connaissance impériale, euh, pardon, les connaissances des langages impériaux euh, ont essayé de s'implanter graduellement, nous dit-il. La notion d'anima nullus, bien sûr, renvoie à la bulle, je pense, du pape Paul III, qui dit là où il n'y a pas d'âme, là où il n'y a pas d'âme, la terre où il n'y a pas d'âme n'appartient à personne. Donc, et ça, c'est l'une des justifications de l'expansion coloniale, euh, étant entendu que quand vous voyez des gens qui ne vous ressemblent pas, vous supposez qu'ils n'ont pas d'âme, et s'ils n'ont pas d'âme, ils peuvent vous appartenir, ou vous pouvez les tuer, mettons. Donc, le fait de dire que certaines personnes, certains habitants de la Terre, mettons, n'ont pas d'âme, ça justifie l'expansion coloniale. Et donc, pour Boaventura de Sousa Santos, ça, ce n'est que l'expression de quelque chose de plus profond qui est l'épistémé capitaliste, cartésienne, etc. Est-ce que vous reconnaissez ça? Île de Pâques? OK, on va y revenir après. Et en fait, on a la phrase célèbre de Boaventura de Sousa Santos, la justice mondiale n'est pas possible sans la justice cognitive mondiale. La situation dans laquelle nous sommes a été créée par une injustice cognitive et en fait, pour restaurer le monde tel que nous le voulons, un monde plus juste, il faudrait une justice cognitive mondiale, c'est-à-dire une réflexion épistémologique qui nous permet de restaurer la justice et la diversité cognitive. Et en fait, quand vous lisez le livre de Boaventura de Sousa Santos, il essaie de ne pas tomber dans une sorte d'obscurantisme anti-science, tout en capitalisant sur ce qu'il voit comme le savoir indigène qui est marginalisé. Et pour cela, il estime qu'on a besoin d'une nouvelle épistémologie qui permettrait de tenir cette ligne de crête. Et pour lui, ce qui caractérise l'épistémologie actuelle, c'est ce qu'il appelle la monoculture du savoir scientifique, selon laquelle la seule forme de légitimation valide est la science. Et pour sortir de cette monoculture du savoir scientifique, il préconise ce qu'il appelle l'écologie des savoirs. Et l'écologie du savoir, dit-il, favorise l'idée que les savoirs non scientifiques constituent des alternatives au savoir scientifique. J'ai insisté, j'ai souligné cette notion d'alternative parce qu'elle me paraît intéressante. Nous verrons après pourquoi. Et il essaie aussi de ne pas tomber dans le relativisme, mais il essaie de dire qu'il y a deux types de savoir. Et le savoir comme intervention, dit-il, et le savoir comme représentation. Et le premier se juge à ses effets, le second à son adéquation. Et pour lui, le premier, et non pas le second, est la mesure du réalisme. Et pour lui, la crédibilité d'une construction cognitive
se mesure grâce au type d'intervention dans le monde qu'elle permet ou empêche. D'accord. Si on accepte ça, la science est bien sûr crédible parce qu'elle permet une très grande intervention dans le monde, euh, mais elle est également destructrice. Par exemple, de la biodiversité. Euh, les savoirs indigènes préservent quand même pas mal la biodiversité. Si on considère ce que dit Boaventura de Sousa Santos, d'abord, il me semble que il est juste faux que la science actuelle soit cartésienne et déterministe. La science actuelle n'est pas cartésienne et déterministe. Là, ça fait presque un siècle maintenant que ce n'est plus le cas avec la théorie du chaos, avec la mécanique quantique, avec beaucoup de choses. Donc, la science est beaucoup plus complexe que ce qu'il en dit. Un autre problème, il me semble, avec ce qu'il dit, c'est que la politique n'obéit pas à des préoccupations épistémologiques et ne se soumet pas à des théories scientifiques dominantes. Au contraire, je pense que on peut voir avec la colonisation que les théories scientifiques sont parfois construites euh, pour justifier une situation politique et une décision qui est politique. Donc, un dernier point problématique, me semble-t-il, avec Boaventura de Sousa Santos, c'est qu'il a tendance à idéaliser ce que j'appellerais le bon sauvage rousseauiste. Oui, les indigènes sont frugaux, mais est-ce que c'est dû à leur épistémologie? Est-ce que c'est les limites de leur savoir? Est-ce que c'est les limites de leur technologie? Euh, ou bien est-ce qu'ils créent, par exemple, une métaphysique pour justifier ce qui est déjà le cas? Donc ça, c'est des questions qui se posent. Et une manière d'y répondre, c'est de voir ce qui se passe quand vous amenez à des gens qui sont censés être frugaux les bénéfices, mettons, douteux de la modernité. Est-ce que les gens décident que non, non, nous voulons être frugaux, donc nous restons frugaux, ou bien est-ce qu'ils prennent des téléphones portables, ils vont sur TikTok, ils font, etc. Donc ça, c'est des questions qui se posent et qui, me semble-t-il, sont des questions empiriques. Euh, Boaventura de Santos pense que le texte doit être pragmatique, ce qui est acceptable, mais dans ce cas, on peut aussi se demander si le Nord ne remporte pas la palme du pragmatisme concernant le savoir comme intervention. Oui, les sociétés traditionnelles préservent généralement la biodiversité. Ceci dit, quand vous regardez par exemple l'espérance de vie dans les sociétés traditionnelles, elle n'est pas géniale, géniale. Donc, si vous regardez par exemple, maintenant, l'île de Pâques devient utile. L'image de l'île de Pâques que j'avais montrée, c'est une société traditionnelle qui, par sa philosophie traditionnelle, a détruit son île en créant des dieux, mettons. Donc, ça, c'est une interprétation possible de ce qui s'est passé dans l'île de Pâques. Je ne sais pas si elle est vraie, si elle est prouvée ou pas, mais en tout cas, c'est une des interprétations de la désertification de l'île de Pâques. On a tellement construit des dieux on a désertifié, on peut dire ça, l'île. Et donc, c'est pas, là encore, c'est pas totalement, ça va pas dans un seul sens. Il me semble que quelque chose de plus intéressant et sur quoi je vais insister aujourd'hui, c'est que la notion de paradigme épistémologique elle-même est mal utilisée quand Boaventura de Sousa Santos en parle. Quand vous souvenez que chez Kuhn, les paradigmes sont holistiques, c'est-à-dire qu'on ne peut pas choisir les parties du paradigme dont on va user, et d'autre part, les paradigmes sont incommensurables. On ne peut pas sortir d'un paradigme pour
juger pour juger les autres paradigmes. Donc, chez Kuhn, on a ce holisme qui est tel que on ne peut pas en fait juger d'un paradigme par rapport à un autre paradigme. Soit on est dans le paradigme, soit on est en dehors du paradigme. Et quand on est en dehors du paradigme, le paradigme nous paraît absurde. Et quand on est dans le paradigme concurrent nous paraît absurde. Donc, et ça, c'est une idée très forte chez Kuhn. Euh, que Boaventura de Sousa Santos, comme beaucoup de personnes qui parlent des épistémologies du Sud, ne discutent jamais. Or, il me semble que c'est quelque chose de potentiellement très intéressant, en tout cas philosophiquement, comme philosophe, mettons. Je vais, euh, et en fait, de manière plus générale, quand vous lisez beaucoup de livres qui parlent des épistémologies du Sud ou qui sont utilisés dans cette littérature-là, la plupart de ces livres-là ne discutent quasiment jamais et ne définissent même pas ce qu'ils entendent par l'épistémologie. Donc, ça paraît, tout le monde semble faire comme si la notion d'épistémologie est une notion qui est évidente. Je, je vais tester. Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est l'épistémologie? Qui ne saurait pas de manière très, hmm? Oui, vous ne savez pas. Donc, souvent, des personnes très éduquées qui ne peuvent pas définir ce qu'est l'épistémologie, ce qui est normal, en fait, quand tu n'es pas philosophe, donc, ou quand tu t'intéresses pas à ces questions-là. Et en fait, ce point aveugle me paraît intéressant parce que, en tant que philosophe, en fait, il me montre un point aveugle des philosophes même, qui est que nous-mêmes, nous faisons très peu la distinction. Nous définissons l'épistémologie dans les cours de première, deuxième année, mais nous faisons nous avons très peu de réflexion sur une autre notion, qui est la notion de méta-épistémologie. Et souvent, il me semble que les philosophes font de la méta-épistémologie sans en avoir conscience et donc de manière incomplète. Soit ils prétendent faire de la méta-épistémologie et ils n'en font pas. Et ils font autre chose, mais pas, ils font de l'épistémologie tout simplement. Et si j'ai raison, si un intérêt des travaux, en fait, un intérêt en tant que philosophe, des travaux sur les épistémologies du Sud, par exemple, c'est que c'est des travaux qui peuvent nous aider même en tant que philosophe à mieux définir notre pratique épistémologique sur ce qu'est l'épistémologie, ce qu'est la méta-épistémologie, etc. Donc, euh, j'ai supposé que Nord global, Sud global, c'est clair, ça existe et vous savez ce que c'est et je sais ce que c'est. D'accord. On peut poser ces questions-là. Qu'est-ce que la connaissance? On peut se demander qu'est-ce qu'une connaissance selon le Nord global? On peut se demander qu'est-ce qu'une connaissance selon le Sud global? Et on peut se demander quelle différence il y a entre la connaissance, les conceptions de la connaissance du Sud global et celle du Nord global. D'accord. C'est quatre questions différentes. Si je suis un épistémologue, concernant la première question, qu'est-ce que la connaissance? Je peux, si je simplifie, je peux dire que un candidat au titre de connaissance, c'est ce que les membres d'un groupe donné considèrent comme connaissance. D'accord. Si un groupe considère qu'on peut voler, par exemple, comme les oiseaux, je considère que si tout le monde pense qu'on peut voler, je peux considérer que pour ce groupe-là, ça, c'est une connaissance. D'accord. Selon vous, est-ce qu'on peut voler? Est-ce qu'on peut voler? Non, oui. On peut voler. Oui ou non? Oh, come on. Je croyais que vous faisiez partie du groupe qui a inventé l'avion.
Si quelqu'un me dit qu'on peut voler, ma question devient, en tant qu'épistémologue, je peux lui dire, qu'est-ce que tu entends par voler? Est-ce que c'est comme l'oiseau? Est-ce que c'est prendre un appareil? Est-ce que... Et en fait, poser ces questions-là, ça me permet de dire qu'est-ce qu'ils entendent par l'affirmation on peut voler, quels sont les mécanismes qui font que c'est vrai ou pas, est-ce que ça a le statut de connaissance ou pas, etc., etc. Ouais. Donc, et ça, c'est le travail de l'épistémologue. Il y a un groupe, il y a des gens qui savent, et en tant qu'épistémologue, tu prends ce savoir-là, tu le prends comme objet et tu l'étudies. D'accord. L'épistémologue, en gros, c'est le philosophe qui prend pour objet le savoir et qui essaie de voir si quelque chose qui est considéré comme un savoir est justifié, si c'est vrai, quels sont les mécanismes de justification qui sont acceptés dans une société, etc., etc. D'accord. Euh, donc maintenant, Nafissatou, vous savez ce qu'est l'épistémologie. C'est quand même un bon pédagogue. Une définition simple de l'épistémologie pourrait donc être que l'épistémologie est la part de la philosophie qui s'intéresse à la nature de la connaissance, ses procédures de validation et ses résultats. D'accord. En tant que philosophe, je considère que la philosophie est une discipline normative et du coup, si je considère la proposition, les gens peuvent voler, ma question c'est est-ce qu'on a le droit d'affirmer cette proposition ou pas? Est-ce qu'elle est vraie ou pas, etc. Donc, et si je dis que on a le droit de l'affirmer, bien sûr, ça veut dire que tout le monde a le droit de l'affirmer. D'accord. Maintenant, si on regarde nos autres questions, euh, est-ce qu'il y a des connaissances du Nord? Est-ce qu'il y a des connaissances du Sud? Quelle différence y a-t-il entre les connaissances du Nord et les connaissances du Sud? La conception de la connaissance du Sud global est-elle la même que celle du Nord global? Si je... Vous voulez contrôler mon écran? Bon, j'ai refusé. Complètement. J'espère que ça vous vexe pas. Et si on considère ces trois questions-là, surtout la quatrième question, euh, elle m'oblige à quitter le terrain de l'épistémologie pour aller à un terrain qui est un peu au-dessus. D'accord? J'ai considéré quelles sont les conceptions de la connaissance du Sud global, quelles sont les conceptions de la connaissance du Nord global, quels sont les rapports entre ces conceptions de la connaissance. Ça veut dire que je suis à un niveau au-dessus. Et ce niveau-là, l'écran a beaucoup de succès. Non, non, c'est bon, je peux le faire. J'en fais même pas. Et donc, je me mets sur le terrain de la méta-épistémologie, mettons. On dirait qu'il y a quelqu'un qui contrôle mon écran. Oups. Oui, je pense. Ah, c'est pas parce que vous étiez à côté. Non. Je continue. Le- Sur le plan philosophique même, si vous regardez, il y a très peu de travaux en fait qui parlent de la méta-épistémologie. Quand vous prenez la littérature philosophique, je pense que le premier article qui parle de méta-épistémologie date de 1978, c'est un article de Alston. Et il y a les autres articles, pardon, il y a eu en 2018 deux recueils d'articles en philosophie analytique sur la méta-épistémologie. C'est deux recueils qui sont parus en 2018, l'un par McHugh et d'autres.
Mathieu était ici d'ailleurs quand on était ensemble à Jean-Nico. Et McKenna, je ne le connais pas par contre. Et c'est les seuls à explicitement utiliser le label méta-épistémologie. Il y a vraiment très, très peu d'articles philosophiques sur la méta-épistémologie. Je... Et en fait, C'est Jean qui veulent se loguer. C'est moi, là, il a lunettes, donc. Ah, c'est vous? Je peux pas vous dire, je peux pas vous dire ce qui se passe. et Alston va introduire une dimension, une distinction importante et un parallèle qui vont durablement influencer la littérature. C'est la distinction. La distinction, c'est entre celle entre épistémologie substantive et méta-épistémologie. Et le rapprochement, c'est entre méta-épistémologie et méta-éthique. D'accord. Est-ce qu'il y a des philosophes dans la salle? Deux. OK. Trois. OK. Bon, vas-y, continue, je ne sais pas ce qui se passe. Tu peux mettre un petit peu. Non, mais j'ai l'impression que c'est un bug de Zoom parce que on va juste essayer de relancer le partage. Ouais, Je ne fais rien, c'est juste curieux. C'est bon. Une petite pause. Autant que je relance le partage. Espérons que ça va. OK, ça c'est intéressant pour les philosophes, c'est pas intéressant du tout pour le reste du monde. Donc, très bien, merci, c'était comme ça. Ouais, ouais.